les besoins sont contaminés par le fait d'être impliqués dans une autre satisfaction à laquelle ils peuvent faire défaut. Le 13 février 1974, c'est ainsi que Lacan débute une séance de son séminaire, du séminaire encore, dans laquelle nous allons pouvoir trouver, entendre, parce que l'important c'est d'entendre au niveau de cette satisfaction, qui est celle qui est en jeu dans l'inconscient, au niveau de ce qui est dit, de ce qui n'est pas dit, c'est-à-dire au niveau du dire, l'importance de la jouissance, liée au langage. Est-ce que c'est ça, la jouissance qu'il faut? On ne peut pas rentrer comme ça dans cette question de façon comment dire ça, de façon lapidaire comme ça. Voilà, je vais vous faire un cours là-dessus. Hein. Ce que j'essaie à ma façon, c'est de partir de ce que Lacan dit, faites comme moi, mais ne m'imitez pas. On rentre là dans une dialectique qui est liée à une certaine façon d'avancer quelque chose. En effet, est-ce que ce que j'essaie de vous dire, pour autant que c'est le mode dont j'essaie de le dire, qui constitue ce qu'on appelle l'objet voix. L'objet voix, c'est pas le sonore. Hein. On dit comme ça, on répète comme ça, formule, c'est tout ce qui n'est pas d'ordre du signifiant. Oui, bien sûr, on peut répéter, hein, ouais. Faire un peu tout ce qu'on veut, un catalogue. Bon. Ce que j'essaie de vous dire, c'est la question, effectivement, de ne pas en rester au niveau du dit. D'où, bien sûr, le fait que ce n'est pas évident. Il faut éviter l'évidence. Que ce n'est pas un cours. Un cours, il y a un texte. On peut même lire un texte particulier, et puis on est d'accord, on n'est pas d'accord, on approuve, on se laisse enseigner ou pas. Hein? Je parle du fait que, et c'est quelque chose qui est venu comme ça, qui est, on pourrait dire, qui est arrivé dans ma pratique et dans les vidéos, vous pouvez le trouver sur mon séminaire, hein, au niveau de mes différents séminaires, sur mon site, son écrit, étrange appellation, pour autant que, si vous avez regardé la 4e de couverture des autres écrits de Lacan, vous allez voir que finalement la façon de définir ce que c'est écrit, hein, c'est chez un méchant, interdiction d'entrée, lasciate ogni speranza, c'est-à-dire laisser toute espérance. Hein, c'est écrit sur le fronton de la porte de l'enfer, hein, Divine Comédie de Dante. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas essayé, mais ça veut dire que ce n'est pas comme ça quelque chose qui va de soi. Et que c'est toujours, c'est ça la question, qui est toujours en jeu, c'est toujours dans l'après-coup. Ce que j'essaie, pas tous les mots qui pouvaient le dire, c'est de partir du fait que quand je parle
le je parle, parle c'est la troisième personne. Quand le je parle, c'est un je qui est un sujet qui cherche une adresse, qui a besoin, comme je le dis maintenant, même si on n'est pas en présentielle, comme on dit maintenant, il y a votre présence, je m'adresse à vous, et ça change tout. C'est une expérience de discours qui est en jeu à ce moment-là. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui consiste à vous expliquer, même s'il y a de l'explication. Autrement dit, l'important, surtout si on doit aborder la jouissance qu'il faut, c'est de partir de ce qui cause la jouissance. De l'objet cause. Alors là, ça nous ramène évidemment à quelque chose qui est Mozart, là. Vous pouvez voir Mozart, voilà. Bonjour Mozart. Lui qui disait que l'important, effectivement, l'important dans la musique, le plus nécessaire, le plus difficile dans la musique, c'est le tempo. Et voilà. Et voilà, d'emblée, ce qu'il est possible qu'un analyste rencontre comme la graine de l'art dont je parlais la dernière fois. Le tempo, évidemment, c'est pas un rythme comme ça qu'on trouve défini en tant que tel. Et quand on chante, évidemment, on a bien sûr des moments qui sont indiqués sur la partition. Forte, fortissimo, ce qu'on voudra. Allegro, fortissimo, enfin, tout ce qu'on voudra. Hein. Mais il y a l'interprétation, c'est-à-dire que l'interprétation, c'est quelque chose, il ne s'agit pas d'interpréter un personnage. Ça, c'est peut-être au théâtre, et encore. Hein. Il s'agit que l'objet voix qui dépasse le sonore, c'est ça là, puisse rendre compte de quelque chose d'énigmatique, de quelque chose qui n'est pas en rapport avec la signifiance, et ce qui est justement au niveau de la jouissance qu'il faut. Alors je suis un peu parti sur le côté, je vais revenir un peu à la pratique, à ce qu'il en est. La pratique de la psychanalyse, en janvier 1977, à l'ouverture de la section clinique à Paris, là, Lacan dit que c'est une pratique du bavardage. Je pars de là pour arriver à cette question de la jouissance. Bien sûr, il a, à sa façon, abordé la question de jouissance avant, c'est pour ça qu'il peut dire ça. Hein. Évidemment, nous, le bavardage, on sait que on n'entend pas que l'important, c'est pas le dit. C'est le fait qu'on dise qui reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend. Le bavardage, évidemment, ça lui vient comme ça. Pourquoi ? Parce que dans les années qui ont précédé, là, il va le dire lui-même, je crois, je ne sais plus où, peut-être bien Genève, c'est ce qu'il a trouvé de plus proche du babil. Hein? Et il appelle ça la langue en un seul mot. Hein? La langue. C'est important. Évidemment, c'est un néologisme. C'est pas la langue. J'ai même fait quasiment le lapsus calami. Hein. Ça ne va pas de soi. C'est un néologisme. C'est quelque chose qui rend compte de ce qui est en jeu au niveau de ce qui est au plus proche
langage dans son rapport à la jouissance. Bon. Et cette pratique du bavardage, c'est donc quelque chose qui pose. C'est ça qui... Le babil, c'est du côté de l'enfant, c'est pas du côté de la mère. C'est ça qui va faire que l'enfant va commencer par éclabousser. Éclabousser les mots, éclabousser des choses. Il dit à sa façon. Alors évidemment, là, on n'est pas dans le registre de la science, ni dans le registre de la psychologie, ni dans le registre de la médecine. Et c'est ainsi que commence ce que Freud, en 1895, dans l'Entwurf, c'est-à-dire un projet qu'il a établi pour les neurologues, c'est un texte qu'il envoie à son ami Fliss, et qui ne va être connu des psychanalystes qu'après la mort de Freud. Mais c'est un texte important, parce que dans ce texte, avec les précisions qu'il va donner en 1925, dans un autre texte qui s'appelle La délégation d'Hiverneinung, il va revenir sur la façon dont, il dit ça là, Not des Lebens, de la nécessité de la vie. On n'est pas là, évidemment, au niveau de la dimension de la vie telle qu'on parle de la science et de la médecine, hein, qui d'ailleurs s'oppose en général à la mort. Hein. On ne sait pas bien ce que c'est que la vie. Qu'est-ce que c'est que la nécessité de la vie? Il suffit simplement de reporter une expérience qui a été faite, j'en ai déjà parlé, au XIIe ou XIIIe siècle par un empereur qui aimait beaucoup les arts, c'est comme ça, et puis qui était toujours à l'affût de toutes sortes de choses, hein, et qui voulait savoir quelle était la langue originaire. Alors il a isolé comme ça avec des nourrices, quelques nouveau-nés, interdiction de parler. Interdiction à donner une nourrice de parler avec les nouveau-nés, qui vont grandir, évidemment. Interdiction de tout contact avec d'autres. C'est-à-dire que c'est dans une solitude particulière, totale, sans, justement, la langue. Sans que la langue puisse venir de l'autre, parce que tout ça, ça vient de l'autre, évidemment. Il entend. Il entend l'enfant, le nouveau-né. Il entend. Alors, habituellement, et Freud, donc oui, je vais en dire au texte de 1895, de la Entwurf, Freud, lui, et puis au texte de 1925, il va articuler ça, le début, ce Not des Lebens, cette nécessité de la vie, par rapport au cri. Et là, évidemment, nous pouvons à nouveau venir sur le cri de Munch, là, hein, c'est-à-dire un cri qui ne s'entend pas avec les oreilles. C'est-à-dire que si de là, l'analyste a à prendre la graine, comme il va le dire en avril 1974, c'est parce que l'artiste précède le psychanalyste. Il va y avoir bientôt des rencontres, là je promets ça, hein, c'est organisé, là c'est un grand truc, tout ça, bon, pourquoi pas. Hein. La rencontre de l'art et de la vie, moi j'insiste sur le fait que c'est pas le psychanalyste qui précède l'artiste. Hein. Hein? L'artiste, évidemment, on va lui demander d'expliquer. Hein. C'est l'artiste qui précède le psychanalyste. Le psychanalyste, il vient derrière, hein, évidemment. Hein. Alors, par rapport
à Munch, là, ce cri-là. Bien sûr, il va expliquer tout ça. Hein. Mais l'important, c'est d'y prendre, si on touche à quelque chose d'une œuvre, par exemple Freud, quand il en 1910 avec Léonard de Vinci, hein, il n'explique pas les choses. C'est de trouver dans l'œuvre de l'art, non déjà pas l'œuvre d'art, l'œuvre de l'art, c'est l'art qui est en jeu, hein, le fait qu'on peut trouver, pour nous analystes, quelque chose qui nous renvoie à la structure, et non pas, c'est-à-dire à ce qui cause, hein, et non pas à l'effet, c'est-à-dire toutes sortes d'explications sur le fait qu'il y a ça parce que dans sa vie, etc. Pourquoi pas? Enfin, ça ne représente pas beaucoup d'intérêt, c'est un savoir, on va dire, conservatoire, c'est un savoir universitaire, c'est un savoir qu'on peut y trouver partout. Donc on peut attendre quand même autre chose du psychanalyse. C'est ça que je suis en train de dire. Je reviens à ce texte, à ce projet-là. Ce projet. Bon, pour en essayer d'en dire, j'ai déjà parlé beaucoup là-dedans, insisté beaucoup là-dessus, notamment dans le séminaire sur l'éthique, hein, sur le fait que Freud articule là, avec le texte de 1925, le principe de plaisir et le principe de réalité. Le principe du plaisir, c'est pas le plaisir, hein. C'est pas donner du plaisir, ça n'a rien à voir avec ça, hein. En fait. Hein. C'est ce qu'on appelle en médecine la science homéostase. À ceci près que, bien sûr, pour nous psychanalystes, c'est pas une stimulation, une excitation extérieure de l'extérieur qui vient entraîner une tension interne, une quantité d'excitation, comme on dit, avec les trois types de neurones. Hein, le neurone qui reçoit cette excitation, le neurone fine, le neurone psy, effectivement, qui est là pour diminuer, pour que ça soit acceptable, hein, ce qu'on appelle, ce que Freud va appeler le principe de plaisir, hein, et la dimension secondaire, là, hein. Et puis, le processus secondaire, et puis, après, le neurone oméga, qui va passer de la quantité, qui a été réduite, à la qualité. Ce qui est en jeu, en fait, là c'est Lacan qui va bien dire ça autrement, qui va préciser les choses. Il va dire, je vais vite, il va dire que ce qui est en jeu, là, c'est que par le biais de cette excitation, d'une part, c'est quelque chose qui ne se passe pas à l'extérieur, comme ça, c'est pas la réalité extérieure. Bon, hein. C'est tout à fait ce qu'il a déjà appelé, et ce qu'il va de plus en plus proposer comme, justement, insaisissable, hein, la réalité de Freud, à ce moment-là, c'est vraiment le réel. Ça s'oppose complètement à la réalité, on va dire, du fantasme, c'est ce qu'on appelle la réalité, c'est-à-dire la Wirklichkeit. Autrement dit, il va y avoir, à ce moment-là, quelque chose d'autre que... Enfin, il y a quelque chose d'autre qu'une description scientifique, médicale, à savoir qu'on coupe le cordon, il en résulte le fait que l'air rentre dans les poumons, dans les alvéoles pulmonaires, par la bouche, etc. La bouche est ouverte, hein, comme ça, dans le cri de Munch, hein, vous avez pu voir ça. Et puis, évidemment, cette inspiration de tête qu'il faut absolument expirer. Et à ce moment-là, par écrit. C'est très très bien, c'est une bonne explication. Mais, il importe pour nous, psychanalystes, de ne pas en rester à cette dimension-là. Puisque nous sommes ailleurs. Nous sommes dans cette autre satisfaction. La jouissance qu'il faut. Alors, ce que Freud propose d'emblée, c'est ce qu'il appelle das Ding. On peut quasiment dire, si on lit ça comme ça en translittération, c'est dingue, quoi, hein. Pourquoi c'est dingue, hein? Parce que justement, c'est une chose muette. C'est une chose muette qui pénètre, qui s'engouffre dans le corps. Si on regarde à nouveau le cri de Munch, là, hein, imaginez qu'en fait, ce qui est en jeu, c'est que dans ce trou, hein, dans ce trou-là, par tous les orifices d'ailleurs, même avec les yeux, il y a quelque chose qui rentre dans le corps. Et c'est le secret
de la réalité. Il y a bien sûr la réalité physiologique, anatomique, mais là il y a un secret particulier dont parle Freud, qui est que, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas voulu publier ce texte, hein, et qu'il nous est arrivé qu'après. Hein, après le... Et en fait, ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est un peu ici, par rapport dans cette pièce où je travaille, la dimension de la voix et de l'opéra, et où je chante, vous pouvez trouver toutes sortes de choses qui sont, pour peut-être pas aller trop vite, parce que je ne sais pas si on peut lire, hein, si on va vite, mais enfin, bon, vous voyez, par exemple, Marguerite Duras, c'est ça. L'écriture, c'est le train de l'écrit qui passe par votre corps, qui traverse. Ben, c'est ça, le truc. Hein. Je viens d'écouter et de suivre, là, un peu par hasard, un reportage, une émission sur Georges Brassens, ben, on peut dire que c'était ça. Hein. C'est le train de l'écrit qui rentre dans le corps. Bon. Autrement dit, il y a une réalité, ce qu'on appelle le principe de réalité, qui est secrète, qui ne dit mot, qui fait mouche, en quelque sorte, hein, et qui est motus. Voilà l'immo. Et c'est ça la jouissance qu'il faut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ce que c'est. Alors, d'emblée, j'insiste bien, d'emblée, reprenons un peu les choses, j'en ai déjà parlé, il y a le fait que nous sommes parlés. Je ne sais même pas que nous avons été parlés. Hein. Nous sommes parlés par le désir de nos parents. Hein. Si, c'est comme ça. Bon. Et ceci va conduire à ce qu'on appelle la mise en place de signifiants primordiaux. Et, c'est-à-dire à ce qu'on appelle le symbolique. Et puis, ce corps vivant, qui résulte de la rencontre, comme chez l'animal d'ailleurs, du spermatozoïde et de l'ovule, avec tout ce qui se passe dans l'embryogenèse, évidemment, hein, va conduire au fait que il suffit de regarder un nouveau-né, il suffit de regarder comment d'emblée il participe à la succion, hein, ça, il y a quelque chose comme ça qui l'emporte, qui le fait vibrer d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle, on va appeler ça un certain réel de la jouissance. Et il y a d'emblée là, c'est ça la dimension du cri, la rencontre de ce réel de la jouissance du corps et du symbolique. Et tout ceci se fait, et là il y a quelque chose d'important dont nous allons parler, entre autres, enfin moi je vais en parler, le 9 septembre, le 9 décembre, le 9 décembre à Paris, là, hein, dans un colloque intitulé La trouvaille du corps de jouissance. Tout ça va conduire au fait que cette rencontre a besoin d'une consistance que l'on appelle l'imaginaire. C'est-à-dire que d'emblée, je vais chercher ça sur mon... D'emblée, on a... Je regarde si j'ai quelque chose qui est plus simple. Oui, c'est peut-être plus simple, attendez. Peut-être un peu plus simple là. Là, c'est ce qui a été fait à Rome le 1er octobre 1974. Il y a d'emblée, bon, le réel, l'imaginaire, le symbolique, et ils sont noués par l'objet. Bon. Autrement dit, et là,
prenez bien, si vous êtes d'accord ou si vous êtes pas en désaccord, la mesure de ce que je suis en train d'essayer de vous dire. Avec Freud, qui a fait comme il a pu, il était seul freudin, en écoutant les patients, il est passé rapidement à l'importance de la parole, hein, un Nao, ça s'appelle la talking cure. Enfin, laissez-nous parler, hein, parce qu'il y a de la jouissance dans le fait de parler. Hein. Je parle, donc se jouit. C'est-à-dire, je parle, se jouit. Bon. Il y a une autre jouissance que celle qui est liée à la parole. Hein, parce que, on pourrait dire que Lacan, il parle en 53, parole vide, parole pleine. Après, il oppose la parole et le langage, et puis à la fin, quand il s'agit de la jouissance, c'est uniquement ça, la langue. Et ce qui n'empêche pas, bien sûr, qu'il y a toujours ceci, c'est-à-dire le fait que la parole, le point de départ de la parole, c'est un lieu de vérité, ici. Et que de ce lieu de vérité, qui est un lieu de mi-dire, c'est pas au tribunal, hein, toute la vérité, pas du tout, hein, pas ça, hein, parce qu'il y a du réel, et ça va donner deux vecteurs qui sont celui de l'agent, à savoir un semblant de réel, signifiant, ou désir, et puis un autre vecteur qui est celui de l'autre, qui est celui du savoir, et celui de la jouissance de l'autre. Et puis il y a quelque chose en plus, qui est une production, tout en étant une perte, qui est ce qu'on appelle l'objet dit par Lacan petit a, hein, à savoir quelque chose dont il importe de préciser un peu les éléments. C'est pas évident du tout. Hein. Bon. Alors, je reviens à ce que j'évoquais tout de suite, c'est-à-dire, je reviens à la question de ce das Ding, de cette chose muette, de ce motus. Parce que c'est quelque chose qui ne peut pas se dire. La jouissance qu'il faut, c'est quelque chose qui ne peut pas se dire. Alors, bien sûr, je vais remonter à notre schéma. Voilà. Bon, Lacan a eu besoin de l'écrire, et nous aussi, ça nous fait des représentations. Hein. Vous voyez qu'il y a là la jouissance phallique, là, hein, qui est liée au symbolique, qui est liée au fait de parler, qui est liée au fait de ce qu'on va appeler du tout homme. Il y a la jouissance autre, là, qui est... Alors, la jouissance phallique, elle est hors corps. Le corps, il est là. Hein. Il est au niveau de ce qu'on appelle l'imaginaire. Ce n'est pas l'imaginaire du stade du miroir. Hein. Ce n'est pas l'image spéculaire. C'est l'imaginaire dont je viens de parler, de consistance. Hein. Et puis la vie, ben, elle est du côté du réel. Hein. C'est-à-dire qu'elle est insaisissable. C'est celle qui va faire de nous... faire de nous et de notre vie, qui peut faire de nous une œuvre poétique. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que finalement, le psychanalyste, il n'a plus qu'à prendre de l'art, la graine, hein, c'est pas lui qui va enseigner quelque chose. Hein. Bon. C'est dans ce sens-là que je vois la rencontre, c'est pas dans l'autre sens. Hein. Parce qu'évidemment, trop souvent, on explique ce qu'on appelle des œuvres d'art, hein. Par le fait, par des commentaires. C'est pas du tout ça. Hein. Une explication ne rend pas compte de la cause. La cause, on ne peut pas la saisir. Voilà. Il y a une femme qui en a beaucoup rendu compte de ça. Je vais poser mon schéma. Il y a une femme qui en a beaucoup rendu compte de ça. C'est Lou Andrea Salomé, qui connaît Freud, qui vient à Vienne. Elle va y rester 6 mois, 1912, pour faire une analyse avec Freud. Et après, ils vont développer ensemble une correspondance jusqu'à ce que Andrea Salomé meure en 1936. Donc, vous voyez, pendant
pouvez lire. Hein, c'est tout à fait important. Parce qu'on peut dire que lorsque Freud a 75 ans, hein, en 1931, elle écrit un texte qu'elle va appeler Dank an Freud, remerciement à Freud. Hein, Freud n'est pas tout à fait d'accord qu'il mette son nom, enfin bref. Bon. Qu'elle mette son nom, je veux dire. Hein. Bon. C'est-à-dire que Freud est complètement perdu par rapport à ça. Il est sidéré parce qu'elle vient de raconter cette femme, comme il dit, exceptionnelle, extraordinaire. Hein. Et c'est elle qui, justement, va écrire après avoir terminé, vous connaissez le fait qu'elle a eu une relation particulière avec Paul Rey, ensuite avec Nietzsche, et c'est plus connu, hein, elle était d'une grande beauté, d'une grande séduction, mais elle savait bien que la séduction, c'était pas ça important. Elle savait bien que l'important, c'est qu'il n'y avait pas de rapport sexuel. C'est ça que Freud, elle va amener Freud dans cette direction-là. Évidemment, elle ne va pas le dire comme tel. Et qu'elle va amener Freud, il a touché ça, hein, en disant qu'il ne sait plus quoi dire, évidemment. Après, c'est donc Anne Freud, en 1931, hein, sur le fait qu'il y a quelque chose qui est à la fois impossible et infini. Et ça, c'est justement la jouissance, hein, qui n'est pas la jouissance phallique. C'est la jouissance autre, c'est la question du corps. Et que nous, on en parle. Parce que, quand j'évoquais tout de suite la façon dont a lieu ce premier nouage, là, hein, cette première rencontre, ce corps à corps maternel, quasiment dit qu'on est dans un rapport sexuel, mais pour nous, les psychanalystes, le rapport sexuel, c'est pas factuel. Hein. Nous partons du fait que nous sommes toujours dans des effets de discours, c'est-à-dire du langage. On n'est pas dans ce qui se passe dans la réalité extérieure. Hein. Donc c'est ça que on est toujours là. On est dans la position d'entendre. Hein. C'est ce que je vous dis. La jouissance dont on parle, c'est une jouissance qui est liée au fait d'entendre, ou de se faire entendre. Et cette jouissance, ce nuage primordial entre le réel, le symbolique et l'imaginaire, va faire que nous sommes effectivement des êtres trinitaires. On va dire que Dieu est trinité. Pourquoi? Alors on imagine qu'un maître suprême, là, un maître suprême, parce que ça nous permet d'avoir un petit peu d'être quand on s'accroche à lui, hein, ou quand on le vomit, enfin, comme on voudra. C'est pas le problème. C'est nous-mêmes, c'est l'être parlant qui est lui-même trinitaire. Et l'intérêt de cet imaginaire, là, je reviens, imaginaire, là. Hein, ouais. Alors évidemment, il ne faut pas vouloir tout comprendre, hein, c'est simplement pour préciser. Du corps, avec cette dimension imaginaire, c'est que ce corps-là, c'est pas par hasard qu'on marque le corps, là. Hein, bon, hein. Je regarde s'il a mis. Hein. Ça a été fait un peu après 74. Là on est à Rome en 74. Vous voyez que même à Rome, là hein, à Rome surtout d'ailleurs, il le met là, hein, en disant du quoi avons-nous peur, c'est notre corps. Oh bah alors là, on ne fait plus que ça, quoi. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est que le corps? Et ça nous amène à ce corps de jouissance. De cette rencontre, il va y avoir un nuage, il va y avoir le symbolique va tamponner cette jouissance, réelle de jouissance, mais une partie va rester en dehors de ce tampon-là, par le symbolique, hein, pas. Hein. C'est tout ce qu'on appelle la jouissance autre, là, je reviens à nouveau. Bon, la jouissance autre, là, dont Lacan pense que la science pourrait dire quelque chose, mais la science, elle n'est pas du tout là, hein, évidemment. Hein. Bon. Donc, voilà la jouissance autre, là. Et donc ce corps, c'est important pourquoi? Parce que nous avons le corps, bon, voilà, hein, surtout actuellement, je sais si on y va, hein, là-dedans, de plus en plus, on ira de plus en plus. Psychanalyse,
dans le discours, elle tiendra ce qu'elle tiendra. Ça va dépendre des analystes, hein, ça ne dépend pas de la politique. Il faut surtout qu'ils se mettent un peu ça, et puis que de là, ils prennent un peu de graines, quoi. Et non pas qu'ils veuillent faire des assemblées comme ça. C'est très bien. Je peux dire ça parce que je suis passé par là. Voilà. Et puis un beau jour, parce qu'on est rentré dans quelque chose, à un moment, on peut peut-être repartir. Ça vaut le coup d'y rentrer parce qu'on ne peut pas repartir si on n'est pas rentré. Enfin bon, c'est comme ça les grandes machines institutionnelles. Bon. Pour ça que le 9 décembre, ce sera entre quelques-uns qui souhaitent parler, on a mis un prix tout à fait raisonnable, parce qu'il y a quelques frais quand même, les quelques-uns qui souhaitent parler de cette dimension du corps, de ce corps-là. Et ce corps-là, je reprends à nouveau mon schéma, ce corps-là, c'est-à-dire l'imaginaire qui est en jeu, hein, c'est un corps qu'on crée. Et donc on l'a. L'autre, le corps de la science, c'est le corps que l'on est pour la science. C'est pas pareil. Et ce corps, donc là, il apparaît à la naissance et disparaît et bien, dès qu'il n'y a plus de vie, c'est-à-dire à la mort. Hein? L'autre, on peut faire toutes sortes de choses, on peut prendre des morceaux, on peut faire. Enfin bon, vous connaissez tout ça. Bon. Autrement dit, cette jouissance-là, de départ, mystérieuse, présente, énigmatique, évidente, qui fait que de toute façon, le nouveau-né, il suffit de voir un nouveau-né ou un nouveau-né, c'est comme le Krimunch, hein. Il a des orifices qui sont ouverts partout. Hein. Contrairement à ce que dit Freud, qui parle du Lust-Ich et du Real-Ich. Alors il dit qu'il y a d'abord le Lust-Ich, c'est-à-dire le moi plaisir, hein. Et puis après il y a le moi réalité. D'emblée, il y a ce moi du réel, de la réalité. Il est ouvert. Hein. Et c'est lui qui est important, c'est-à-dire que d'emblée posé là, par le biais de cette jouissance qui est tamponnée, mais qui n'est pas tamponnée, qui ne peut pas être tamponnée complètement, le fait que la civilisation de cette jouissance du réel du corps va entraîner, écoutez bien, va entraîner ce que l'on appelle la création de l'objet. En sachant que derrière tout ça, parce que c'est évidemment plus développé, c'est ça, c'est que il y a un objet primordial qui ne peut être que, comme dit Freud, wieder zu finden, retrouvé, parce qu'il a été d'emblée perdu. Et il y a un objet primordial, parce qu'il y a cette rencontre, effectivement, du symbolique, du réel, c'est-à-dire des signifiants, du réel de la jouissance, et puis de ce corps. C'est-à-dire que, on voit bien l'importance de la chaîne signifiante, c'est de permettre, c'est ce qui se passe dans un travail analytique, de revenir sur les signifiants qui permettent la quête de l'objet. Évidemment, c'est une quête qui ne peut être que ratée, puisque l'objet est d'emblée inaccessible à la pensée. Il va pouvoir apparaître, alors là c'est là, il apparaît du côté du corps, dans le fait de parler, la langue, c'est-à-dire la langue, comme je l'ai défini tout à l'heure, c'est quand le mot éclabousse, le mot est éclaboussé, enfin il y a quelque chose comme ça qui déborde complètement. C'est ce qu'on trouve, notamment, je trouve tout à fait, et ça procure un enjeu de jouissance, ce qu'on trouve particulièrement, c'est ce que je peux dire en tant qu'expérience personnelle, cette pratique-là, lorsqu'on ose, parce que c'est pas
pas simple, hein, lorsqu'on ose un jour, parce qu'il y a eu quelque chose de particulier, c'est pas dans les gènes, évidemment, hein. Ce que je vous dis, c'est que c'est en dehors des gènes, lorsqu'on ose se mettre à revenir sur cette question du cri, là, dont j'ai parlé, et à chanter. Et à ce moment-là, en fait, ça n'est pas un tel, Domingo Corelli, Maria Callas, c'est pas ce sujet qui est en fait le moi qui chante, hein. C'est pas ça. Hein. C'est que le sujet, au sens de, on pourrait dire ça, le sujet du signifiant, le sujet barré, est chanté. Et ça se fait par cette expérience de jouissance qu'il faut, qui peut passer par, parce qu'il faut bien un support anatomique, hein, il n'y a pas question de, il faut bien du son, hein, mais ça n'est pas le son, pour autant que comme le cri, hein, le son en fait, et le cri, c'est le gouffre où le silence se rue. Et toute l'histoire de l'opéra pourrait être définie comme ça, comme c'est pour ça que jusqu'au XIXe siècle, on va dire jusqu'à Mozart, hein, dont je relis Mozart, c'est-à-dire 1787, les femmes ne sont pas interdites à l'opéra, les voix de femmes, la voix, je parle de la voix. Je ne parle pas du tout là, de la répartition d'être sous une bannière homme, homme-femme, hein, ça c'est la génétique, hein, c'est ce que je veux dire, même si ça a joué. Hein. Jusqu'à donc Mozart, et après Mozart, les femmes vont pouvoir entrer sur la scène de l'opéra. Les castrats qui sont obligés de se retirer en 1834, je crois, ne sont pas sans avoir laissé quelques traces de leur effet de jouissance au niveau de quelques voix de femmes, hein, la pasta par exemple. Hein. On peut se demander si pour Maria Callas c'est pas quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est une belle voix, hein. C'est pas Renata Tebaldi, hein. C'est pas une belle voix, c'est pas une voix angélique. Hein. On peut se demander d'ailleurs si une voix angélique c'est pas. Ça nous conduit vers autre chose, qui est cette fameuse question des fondements de la psychanalyse, à savoir, comme c'est précisé là, je pense qu'on peut le mettre là, on peut voir ça là, hein, à savoir la sexuation, que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire, et vous prenez surtout ce qui est en bas, là, hein, deuxième partie, hein, il y a, bon, alors, je ne vais pas reprendre tout, mais enfin, bon, il faut qu'il y en ait un qui échappe à la fonction phallique pour que tous soient dans la fonction phallique. C'est donc la question de la fonction phallique, c'est-à-dire du rapport au signifiant, ce qu'on appelle le tout homme. Et puis alors, bien sûr, il y en a, et là j'insiste bien, c'est pas, je vais le préciser, il y en a effectivement qui ne sont pas tout. Il en existe qui ne sont pas tous dans la fonction phallique. Hein, faire attention aux barres. Là. Alors, ça veut dire que c'est important. Parce qu'à un certain moment, va apparaître dans la voix qui chante à l'opéra, bien sûr, il ne faut pas demander aux metteurs en scène, aux chanteurs, tous ceux dont on parlait dans ces termes-là, puisqu'ils vont parler qu'au niveau des commentaires, en général, s'appuie sur le fait de, souvent de la réussite commerciale, enfin pas que, mais enfin quand même beaucoup. Hein. Bon, on est dans le fait de maintenant des vidéos, de voir, etc. Hein. Alors que le moment où se passe ce qu'il faut, la jouissance qu'il faut, là, on est dans cette articulation entre, justement, la jouissance phallique, hein, c'est-à-dire celle qu'on peut voir là, hein, et puis celles qui ne sont pas dans la jouissance phallique. Hein. Autrement dit, pour reprendre là, ben, c'est pas celui-là qui va, la jouissance phallique et la jouissance autre. Et la jouissance féminine, c'est quelque chose qu'on
qu'on peut mettre par là. Mais la jouissance féminine, évidemment, c'est pas lié comme ça strictement au fait d'être, j'insiste, sous la bannière femme. C'est pas du féminisme, c'est pas la revendication féminine. C'est le fait d'être ouvert à autre chose. On peut en parler à partir des mystiques. Andrea Salomé, dont je parlais tout à l'heure, l'aborde, à mon avis, à partir d'une expérience mystique qu'elle a soudainement, un an après la mort de Rainer, son Rainer, comme il l'appelle, hein, Rainer Maria Rilke, là, en 1927, ce qui laisse Freud comme ça, assez désemparé, hein, ce qu'il fait pendant 6 mois. Il ne répond plus à Andrea Salomé. Puis après, ça va reprendre. Et tout ce qu'elle va lui dire en 1931, là, au moment de son anniversaire, qui le rend complètement ouvert à quelque chose qu'il aura pu trouver en elle et qu'elle aura pu trouver en lui. Ce qui est étonnant, c'est qu'à la même période, c'est quand il écrit, quand il fait un texte sur la sexualité féminine, il ne parle pas du tout de ça. C'était vraiment quelque chose de tout à fait secret dans la relation entre Freud et Andrea Salomé. Et ça montre que s'il n'y a pas de rapport sexuel, au sens où la jouissance de l'autre en tant que corps est inadéquate, le corps dont je parle là, puisque du côté de l'homme, elle est perverse, pour autant que son objet tita à lui, c'est la femme. Hein, c'est la femme d'ailleurs, alors que vraiment la femme n'existe pas, hein, tant que telle. Hein, comme ça. Hein. Et du côté de la femme, la jouissance, elle est, comme elle est plus contrôlée par les signifiants, elle est un peu folle, quoi. Hein, elle est sans limite. Et dans cette histoire de jouissance, évidemment, on n'est plus dans... c'est difficile de se répartir entre le fait d'être pris par quelque chose, on va dire, qui nous emporte, ou d'être pris par quelque chose du côté, je ne sais pas quoi, d'un excès de quelque chose, qui peut être aussi bien quelque chose qui tourne autour d'une expérience, je ne sais pas comment il faut appeler ça, moi, on peut ça, c'est même pas intérieur, une expérience singulière, qui ne peut pas se reproduire, qui chaque fois qu'elle se produit sera différente, hein, où il faut y mettre de sa peau, hein, quelque chose qui coûte beaucoup, en 2 mots, COU avec sa complexité, hein, et c'est ce qui peut nous pousser toujours à revenir là-dessus, par exemple à chanter tous les jours, quelque chose là, qui va faire que, à parler bien sûr, mais c'est vrai que la voix qui chante, elle est en permanence de la modulation de la modulation. Puisque tout ça, évidemment, quand on parle de la langue, ça veut dire, alors, vous connaissez l'exemple typique, là, hein, les noms du père, les noms du père, hein, mais ça veut dire que il y a, donc, quand je parle, comme ça, il y a bien sûr ce que je veux dire, le fait que j'utilise, on va dire comme ça, des signifiants, hein, au sens habituel du terme, que je vais pouvoir comprendre, qu'on va pouvoir comprendre ce que je dis quand j'aurai fini la phrase, ou à peu près, hein. Mais il y a quelque chose qui tout d'un coup peut faire éruption dans ce que je dis, du réel de la jouissance, qui fait que la scansion va se faire autrement. Ce qui fait que du coup, je vais pouvoir entendre autre chose. Autrement dit, c'est le même savoir, ce savoir de la langue, mais ça n'a pas le même sens. C'est ça la richesse. Et tout ça, Lacan, là, à sa façon, Freud en a donné la traduction en allemand, Lacan en a donné la traduction en français. C'est le propre d'une langue particulière. Évidemment, maintenant, on parle n'importe où, enfin, ça ne veut pas dire que ça va durer, mais
on n'est pas tellement, on n'est pas tellement dans l'importance de la langue, en deux mots ou en un seul mot. Donc, ce que je veux dire, je vais finir là-dessus parce que je pense que je vais reprendre ça peut-être lors du colloque ou peut-être la semaine après. Je vais à nouveau faire le séminaire, fin décembre. À un certain moment, j'évoquais là, est introduit à l'opéra, sur la scène de l'opéra, une certaine sexuation entre d'un côté l'homme, de l'autre côté la femme, ténor, soprano. Hein. Mais c'est du côté de la femme, du fait des aigus, des acuta, comme on dit en italien, c'est là qu'il y a quelque chose de particulier qui va apparaître. C'est-à-dire qu'à un moment, après le passage par les castrats, advient le temps où le dispositif, ça c'est important, je trouve, le dispositif de l'opéra, c'est ça là, de l'art, prendre de la graine, le dispositif de l'opéra, c'est-à-dire la voix, puisque pour moi l'opéra c'est la voix, c'est pas la mise en scène, hein, parce que la mise en scène c'est fait pour, à la limite pour ne pas entendre, enfin bon, j'ai déjà dit suffisamment là-dessus, hein, bon. Et quelque chose est introduit dans ce début du 19e, quelque chose qui est important, c'est le fait que le dispositif de l'opéra introduit quelque chose qui est le rapport entre la voix et la sexuation, pas la sexualité, et la sexuation, pour nous psychanalystes. Autrement dit, et ça ne va pas tellement se trouver dans l'opéra italien, ça va se trouver surtout amené par Wagner, avec tout le courant du romantisme allemand, tout le courant de Goethe aussi, là, ces difficultés d'adolescent, là, dans son rapport à la femme, puisque c'est ça le truc. C'est-à-dire que, comme dans la vie, comme dans une analyse, il y a une mise en scène de la réalité comme étant la réalité du fantasme. À savoir ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Et ce fantasme, c'est surtout un fantasme masculin. Au sens, entendons-nous bien, hein, du langage. Hein. Bien sûr, c'est en général les hommes, d'accord. Enfin bon. Et en fait, c'est par l'art de la voix. J'en parlerai à propos du dernier opéra de Wagner, Parsifal, ce qui va finir juste avant de disparaître en parlant beaucoup de la femme. Il a écrit à Alice en 1850 une musique femme, et donc il faut qu'il y ait comme ça un poète qui vienne la fertiliser, qui vienne la rendre poétique, en quelque sorte. Bon, c'est pas n'importe qui. Bon, c'est sa façon à lui de parler des choses. Pour autant que dans cet opéra, il s'agit bien sûr de ce qui est en jeu en général, à faire union. Hein. C'est autour du mythe du Graal. Là. Et Amfortas rencontre une femme, Kundry, et il va en résulter une marque sur son corps, qui est symbolisée par une flèche. Une marque qui va réapparaître chaque fois que la cérémonie de réunion autour du Graal va être présentée. Et évidemment, tout ceci, dans le fantasme habituel qui relève du tout homme, là, masculin, c'est présenté comme quelque chose qui est un déficit. Ça saigne. Hein. Mais c'est à apprendre tout à fait autrement, c'est apprendre dans le fait que si celui qu'on appelle l'homme
accepte de sortir de ce fantasme qu'il a élaboré, hein. Bien sûr, la femme aussi elle a élaboré quelque chose, hein. Où son propre objet c'est la femme, et non pas une femme, hein, avec toute la perversion qu'il y a là-dedans. Non. Si donc il y a quelque chose comme ça qui peut se jouer, il n'est pas impossible, malgré tout, pour ce tout homme, d'entendre quelque chose dans cette jouissance, qu'il n'est pas sans connaître non plus, parce qu'il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie ça a commencé comme ça. Hein. C'est ce qu'on peut penser que Freud a un peu entendu. C'est ce qu'on peut penser chez Andrea Salomé, que Rilke a un peu entendu aussi, et ce que n'a pas du tout entendu Nietzsche, ce que n'a pas pu entendre Paul Rey. Hein. Donc je reviens là-dessus. Alors, on pourrait dire qu'à ce moment-là, Lacan ne sait pas trop comment appeler ça, il en parle évidemment dans ses miens encore, il dit qu'il parle de courage, il parle, on ne sait pas trop comment appeler ça, mais c'est ça l'amour. L'amour, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose de cette fixité du fantasme, de cette borne du fantasme, on pourrait dire borné à partir du tout homme, hein, du masculin, il y a quelque chose qui va pouvoir permettre que se déploie cette dimension du féminin qu'il va rencontrer chez une femme et qui le concerne lui. C'est assez mystérieux, je vais m'arrêter là-dessus et je vous donne rendez-vous à la fois au colloque, hein, qui a lieu, regardez sur le site de la Fondation de la psychanalyse, le métro, c'est Pigalle. Je pourrais peut-être écrire, tu veux écrire on va vous écrire l'adresse. C'est toi. Ah non, on ne sait pas l'adresse. Bon, vous allez sur le site, c'est pas grave. Hein. Et puis vous allez trouver. Ça, on va commencer à 9h30. On a la chance, parce que je suis un peu dans justement. Enfin, on a entendu un peu quelque chose dans ce que je racontais de la jouissance de la voix il y a déjà des années. Donc je fais partie de CALIP, qui est le Centre d'art lyrique de Paris, et on peut disposer d'une salle de musique particulière. C'est pas pour autant qu'on va faire de la musique, mais ça nous donne la possibilité d'organiser quelque chose à moindre frais, et surtout de permettre uniquement à ceux qui sont intéressés, et non pas à la grande foule comme ça, hein, parce qu'on a payé sa cotisation, peut-être pas, hein, de venir pour qu'on parle ensemble. Il est prévu que, allez voir le programme, il est prévu que chacun des intervenants parle de son expérience. Hein. Il est question du corps, comme on peut l'aborder. Hein. Alors je vous dis au 9 décembre et au dimanche qui suit. Alors ça doit être, je sais pas combien, si le 9, 9 et 16, le 17 à 18h. À bientôt.